En ce moment, Alex, on est au Moyen-Orient, dans une situation où personne ne sait vraiment ce qui se passe. Il semble que les deux camps soient en train de négocier le cadre d'un accord ou d'un certain type d'entente. Hier, Axios a publié un article disant que Donald Trump avait parlé avec Benjamin Netanyahou mardi. Et d'après ce qu'on sait, cette conversation n'a pas été très positive pour Netanyahou, parce qu'il veut poursuivre la guerre au Moyen-Orient. Après tout, la seule raison pour laquelle il peut encore se maintenir au pouvoir en Israël, c'est la continuation de la guerre. Et on sait bien que si un accord ou une forme d'entente devait se conclure entre l'Iran et les États-Unis, il faudrait mettre fin à la guerre sur tous les fronts, au moins instaurer, disons, un cessez-le-feu. On sait qu'il n'y a pas de cessez-le-feu entre Israël et le Liban en ce moment, mais ils essaient de faire le maximum par la voie des négociations. Et de l'autre côté, l'évaluation iranienne, c'est que la guerre approche. Les renseignements, tout indique que le mouvement couvre tout le reste. Ils disent que la guerre arrive, parce que les États-Unis et Israël s'y préparent. Et en même temps, je pense que quand on regarde les chiffres, ceux qui comptent vraiment, les États-Unis ne les ont pas. Et si une nouvelle phase de guerre commence, combien de temps pourront-ils la poursuivre? Ça va durer une semaine, non, plus que ça, une dizaine de jours. Et quel serait le résultat de tout ça pour les États-Unis, pour ce que Donald Trump essaie d'obtenir du Moyen-Orient? D'après ce que je comprends, il ne cherche pas à obtenir, enfin, il est allé en Chine. Il a vu ce qui s'y passe. Il a vu une superpuissance venir à sa rencontre et l'accueillir. Ce n'était pas juste symbolique, non. Je dirais même que ce n'est pas du tout comparable à ce qu'était la Chine avant le début de la guerre en Ukraine. Voilà la nouvelle réalité à laquelle les États-Unis sont confrontés. Quelle est votre lecture de la situation et comment voyez-vous l'évolution du Moyen-Orient avec le temps? I think that maybe Trump. Je pense que Trump cherche peut-être une porte de sortie. Et à mon avis, il a lui-même préparé cette sortie en parlant pendant des jours, presque tous les jours, plusieurs fois par jour, en répétant qu'il ne faut surtout pas que l'Iran ait la bombe nucléaire, en faisant semblant que c'est ça, le vrai problème. Mais ça n'a jamais été le problème. Parce que depuis 2007, toute la communauté du renseignement américain a conclu, à l'unanimité, et avec un haut niveau de confiance, que les Iraniens avaient arrêté de travailler sur une bombe nucléaire en 2003 et qu'ils n'avaient jamais repris. Cette évaluation a été confirmée plusieurs fois, et encore en 2025 par sa propre directrice du renseignement national, Avril Haines. Donc non, on n'invente pas une nouvelle situation en disant « Ah, l'Iran cherche à se doter d'une bombe nucléaire ». On ne peut pas inventer ses propres faits. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Et pour moi, il fait deux choses. Il fait semblant que tout tourne autour de la bombe nucléaire. Et il fait semblant de croire que si ses alliés, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis, trouvent un accord acceptable avec l'Iran, alors ça lui suffit aussi. Il pourrait déclarer victoire et dire « Très bien, notre aide dans la région n'est plus nécessaire ». Mais comme tu l'as remarqué, comme tu l'as dit, ça ne marche pas pour Benjamin Netanyahou. Ça ne marche pas pour Israël parce que les Israéliens tiennent absolument à poursuivre la guerre. Non seulement parce que la survie politique de Benjamin Netanyahou en dépend, mais aussi parce qu'ils estiment qu'ils doivent éliminer l'Iran. Et pour eux, c'est maintenant ou jamais. Ils ont le sentiment que ce moment précis est une occasion unique dans le temps. Ils ont une certaine influence à la Maison-Blanche, une position dominante des intérêts israéliens, des intérêts sionistes aux États-Unis, et qu'ils doivent aller jusqu'au bout maintenant. So I think that Trump is torn between his own
Je pense que Trump est partagé entre ses propres intérêts politiques et ceux d'Israël. Et je crois qu'il y a un risque que Trump essaye de se dégager de la situation, mais que les Israéliens, eux, relancent la guerre. À mon avis, Trump voudrait probablement mettre fin au conflit d'ici novembre, parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les élections de mi-mandat, non? Et peut-être qu'en novembre, il se dira « Bon, d'accord, on y retourne, on repart en guerre ». Peut-être qu'il essaye de conclure un accord avec les Israéliens pour dire « Mettons tout en pause jusqu'à novembre ». Une fois les élections passées, on pourra reprendre les affaires avec l'Iran. Mais je ne pense pas qu'Israël ni Netanyahou aient ce genre de temps devant eux. Et je pense que le danger, c'est que si Israël déclenche la guerre, on aura l'impression qu'ils vont entraîner les États-Unis avec eux. Parce que Trump ne pourra pas rester en retrait en disant « Débrouillez-vous, moi je n'y vais plus ». La pression sur lui serait irrésistible et il serait obligé de repartir en guerre contre l'Iran. Cela dit, il n'y a rien à gagner. Ils ne peuvent pas gagner. Même s'ils utilisaient l'arme nucléaire contre l'Iran, je ne suis pas sûr qu'ils pourraient l'emporter. Et je pense qu'il y a des signes montrant que les Israéliens envisagent sérieusement cette option nucléaire. Et je pense que, à cause de cette grosse explosion qu'on a vue il y a quelques jours près de Jérusalem, apparemment, c'était le site d'essai des propulseurs à carburant solide, eh bien, s'ils testaient ça, peut-être qu'ils se préparent à lancer de gros missiles contre l'Iran, non? Mais ensuite, vous savez, les choses deviennent encore plus compliquées. Les Chinois ont prévenu les Israéliens. Si vous relancez la guerre, nous interviendrons contre vous. Ils n'ont pas précisé quoi ni comment, mais quelque chose. Les Pakistanais, eux, ont dit « Si vous utilisez des missiles nucléaires contre l'Iran, nous en utiliserons un contre vous. » On pourrait penser qu'avec des gens rationnels, ça mettrait fin à cette marche vers la guerre. Mais on n'a pas affaire à des gens rationnels. En Israël, ils sont devenus complètement fous. C'est comme si tout le pays avait sombré dans la psychose, dirigé par des dirigeants eux-mêmes, psychotiques et fanatiques. Donc, c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Mais je pense qu'on peut au moins prévoir une chose. Ni Israël, ni les États-Unis, ni même les deux ensemble, ne peuvent vaincre l'Iran. Et je crois que la direction iranienne a pris en compte la possibilité nucléaire. C'est pour ça que tous les atouts importants, toutes les installations stratégiques sont profondément enterrées. Elles résisteront probablement à une frappe nucléaire. Et c'est aussi pour cette raison, selon moi, que le commandement et le contrôle iraniens ont été décentralisés en 31 unités distinctes. Je pense que même si on rasait Téhéran, ils continueraient à se battre. Ce serait un peu comme avec les talibans en Afghanistan. On a pris Kaboul, on a installé un gouvernement à Kaboul, mais on a quand même perdu la guerre, parce que les talibans ont poursuivi leur résistance. Et on ne peut pas prévoir comment un tel événement pourrait galvaniser d'autres pays, d'autres peuples de la région, du voisinage. Cela les pousserait sans aucun doute à se mobiliser tous contre Israël, et les États-Unis ne pourraient rien faire pour les protéger. Donc je pense qu'Israël finirait probablement par être emporté, balayé. La question de l'usage de l'arme nucléaire par Israël a été posée à l'un des commandants iraniens. Et il a répondu qu'il ne voyait pas de panique particulière en Iran, même si Israël envisageait d'utiliser des armes nucléaires contre eux. Il a ajouté ceci: « Nous avons des armes, nous avons des moyens qui feraient paraître les armes nucléaires d'Israël comme de simples feux d'artifice à nos yeux. Nous allons faire quelque chose à Israël qui pourrait mettre fin à Israël. »
Et je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il a dit qu'ils avaient tout, qu'ils savaient, qu'ils pouvaient y aller, qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout, jusqu'à l'escalade finale. Et c'est cet état d'esprit du côté de l'Iran. Ils ne se sentent pas menacés. Ils ne paniquent pas à l'idée qu'Israël puisse utiliser une arme nucléaire, ou même 10 armes nucléaires. Et ça, ce serait, selon Donald Trump, la reddition de l'Iran, la fin de la civilisation. Et je pense que l'administration Trump, ou la communauté du renseignement, comprennent ça. Ils savent que l'Iran n'a pas utilisé... Alex, l'Iran n'a pas utilisé... Ils ont utilisé moins de 5% de leur arsenal pendant la guerre. Moins de 5%. Oui, et puis Sergei Shoigu, l'ancien ministre russe de la Défense, a dit que les Iraniens possédaient des armes qu'on n'a encore jamais vues, bien plus puissantes que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et je pense que c'est probablement vrai. Ensuite, concernant les armes nucléaires, on a des précédents. Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés. Hiroshima est toujours là. Nagasaki est toujours là. Le Japon est toujours là. Les Japonais sont toujours là. Donc, oui, on peut infliger des dégâts terribles et une perte de vies humaines énorme. Mais l'Iran, c'est un pays immense, avec environ 92 millions d'habitants. On pourrait peut-être détruire une ville ou quelques villes. You could maybe destroy a city or a few cities. You could maybe kill a few million. On pourrait peut-être tuer quelques millions de personnes, mais on ne peut pas mettre fin à la civilisation. Donc, je ne suis pas surpris que les gens des gardiens de la Révolution ne soient pas paniqués. Je veux dire, ils comprennent sûrement très bien ce qui pourrait arriver, mais ils savent aussi que la plupart des gens survivraient. Et surtout, la partie la plus puissante de l'arsenal iranien survivrait sans aucun doute, parce que c'est quelque chose pour lequel ils se sont préparés. Donc ce serait clairement un acte suicidaire de la part d'Israël. Ils lanceraient leur arme la plus puissante et très vite, il n'y aurait plus d'Israël. Ce serait fini. Et ce n'est pas seulement ce que les Iraniens tireraient sur Israël. Fire into Israel. It's that probably Jordanian government. Il est probable que le gouvernement jordanien s'effondre. L'armée égyptienne, sans doute, commencerait à entrer physiquement en Israël. Le Hezbollah, lui aussi, avancerait sans doute sur le territoire israélien. Quant au gouvernement d'Assad à Damas, difficile de dire ce qu'il deviendrait, mais il tomberait très probablement rapidement. Et puis, le reste de l'armée arabe syrienne encore présent en Irak mènerait sans doute la contre-offensive. Ce serait vraiment une sorte d'assaut apocalyptique contre Israël, dont le pays ne pourrait pas sortir vivant. Alex, comment tu compares les deux sommets? L'un entre Donald Trump et Xi, et l'autre entre Xi et Biden. Il semble que la principale préoccupation de Donald Trump, c'était le détroit d'Ormuz. Il en parlait, il le mentionnait pendant le sommet. Mais la principale inquiétude de la Chine, c'est Taïwan. Ils veulent mettre fin à cette sorte d'ambiguïté des États-Unis sur la question de Taïwan. Ils ne veulent pas de ce genre de problème. Pour eux, Taïwan fait partie de la Chine, point. Et personne ne peut changer cette réalité, d'ailleurs. Les États-Unis l'acceptent officiellement. Mais quand on entre dans les détails, ils ont encore des troupes là-bas. Ils continuent de leur vendre des armes. Et tout l'appareil est déjà en marche, avec en tête une future guerre contre la Chine. Les commandants militaires américains sur le terrain parlent clairement en ces termes. Ce n'est pas une question de peut-être, du genre, si la Chine ne réforme pas son système démocratique, on devra peut-être intervenir s'ils essayent de prendre. Non, ils se préparent à la guerre. Et ils vont jusqu'à comparer la situation à Taïwan avec celle en Ukraine. Ils disent qu'ils préparent le théâtre d'opération exactement comme ils l'ont fait en Ukraine.
Je ne suis pas sûr que tout ça ait vraiment grand-chose à voir avec Trump. Vous savez, c'est une continuité de politique qui remonte à Biden, à Obama, à Bush et ainsi de suite. C'est l'impératif de l'Empire, dominer le continent eurasiatique et éliminer tous les rivaux, c'est-à-dire l'Iran, la Russie, la Chine et tous ceux qui pourraient devenir un peu trop ambitieux à leurs yeux. Les deux sommets montrent très clairement qu'on parle ici d'une autre catégorie de dirigeants politiques. Trump est venu avec un groupe de milliardaires. Il est arrivé, selon certains analystes, qui citaient des contacts dans les cercles diplomatiques chinois et au sein du gouvernement chinois, avec une délégation qui n'était pas préparée. Trump's delegation came unprepared. So they didn't come with a long-term agenda. Donc, ils ne sont pas venus avec un programme à long terme pour discuter de certains sujets. C'était plutôt une mission pour créer du lien, du genre « Soyons amis, aidez-nous sur certains dossiers et peut-être qu'on vous aidera sur d'autres. Achetez nos avions, notre soja, notre bœuf, ouvrez vos marchés à nos entreprises technologiques, bref, du donnant-donnant. » Alors que, de son côté, la délégation de Vladimir Poutine est arrivée avec une armée de négociateurs, d'analystes, de stratèges, de techniciens, d'administrateurs, avec des documents, des traités et des contrats déjà finalisés et signés. Mais ces documents, eux, avaient été préparés et négociés pendant des mois, voire des années, avant cette rencontre. Ils sont donc arrivés avec un tout autre niveau de préparation, une vision de développement à très long terme qui incluait des questions stratégiques, l'énergie, les infrastructures, une nouvelle architecture de sécurité, et ainsi de suite. Trump, lui, c'était plutôt « aidez-nous dans le détroit d'Ormuz et achetez nos produits ». En gros, une mission commerciale. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais je pense que les Russes, comme les Chinois, continuent de cultiver leurs relations avec l'administration Trump pour, comme l'a dit Sergei Karaganov, aider les États-Unis à passer du statut d'hégémon mondial à celui de puissance mondiale normale. Et je crois, avec l'administration Trump, ils ont encore cette ouverture. Si c'était une administration du même type que celle de Biden, ils ne discuteraient même pas. Voici ce qu'a déclaré Xi lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le monde d'aujourd'hui est loin d'être paisible. Le unilatéralisme et l'hégémonisme représentent des dangers profonds. Nous risquons de revenir à la loi de la jungle. Ma proposition de construire une communauté de destin pour l'humanité, ainsi que les 4 initiatives mondiales, ont reçu un large soutien de la communauté internationale, y compris de la Russie. Oui, et il parle de la jungle. Je me souviens de Joseph Borrell. Mais la loi de la jungle, ça vient de l'hégémonie, d'un état d'esprit hégémonique. Et ces temps-là, à mon avis, sont révolus. Ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, ce sont des signes très forts de ce qui est en train de changer. Et dans ce nouveau monde, Alex, comment vois-tu Donald Trump, ou les États-Unis, en tant que pays, se redéfinir? Parce qu'ils doivent se redéfinir. Il n'y a pas d'autre issue. Sinon, on continue comme maintenant, en plein conflit actif au Moyen-Orient. Et pendant ce temps, Donald Trump parle de Cuba. Je pense que d'ici 5 jours, ou peut-être une semaine, il va se passer quelque chose d'important à Cuba. Je ne sais pas vraiment quelles en seront les conséquences pour les États-Unis. Et je ne vois pas les Cubains réagir comme les Vénézuéliens, ni avoir une sorte de 5e colonne au Venezuela avec qui ils pourraient collaborer ou s'allier. Je ne vois pas ça se produire comme ça s'est passé au Venezuela. Ce sera différent, parce que Cuba est différente. Les gens sont différents. La culture aussi est différente, d'une certaine manière. Et Donald Trump, au lieu de comprendre la réalité, essaie, à mon avis, d'en faire plus dans l'hémisphère occidental pour en tirer un avantage, pour avoir une sorte de propagande aux États-Unis.
Yes, Nima, I agree with you, but I think that Oui, Nima, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop se concentrer sur Trump et son administration. Parce que ses plans et ses agendas existent depuis des décennies. Ils précèdent Trump et ils pourraient bien continuer après lui. Et Trump lui-même, à plusieurs reprises, parlait de mettre fin à ce système. Il disait vouloir adopter un ordre mondial multipolaire. Et puis tu sais, le 28 février, il a complètement changé de cap. Et s'est parti pro-allemand dans une sortage néocolonialiste, pro-empire. Neo-colonialist, pro-empire, rampage. And it's not just Iran. Et ce n'est pas seulement l'Iran, vous savez, parce que l'Iran a un peu éclipsé tout le reste. Il me semble que l'Empire, et encore une fois, je ne parle pas seulement de Trump, ni même uniquement des États-Unis, je parle des intérêts bien établis qui définissent l'Empire occidental. Donc ce n'est pas juste les États-Unis, c'est aussi l'oligarchie bancaire occulte, celle de la City de Londres et de Wall Street, qui est aujourd'hui paniquée parce qu'elle perd sur tous les fronts et qu'elle est partie en croisade. Alors Trump a pris le contrôle du Venezuela, pour le moment du moins. Ce n'est pas certain. Il veut prendre le contrôle de Cuba, il veut prendre le contrôle du Canada, il veut prendre le contrôle du Groenland. Mais les batailles qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a aussi une lutte pour le contrôle politique de la Bolivie, de l'Équateur, du Pérou, de la Somalie et du Soudan. L'Africom bombarde la Somalie pratiquement tous les jours cette année. Personne n'en parle. Ensuite, on voit que la France a mobilisé, apparemment, la France a mobilisé des dizaines de milliers de forces djihadistes pour tenter de reprendre le contrôle du Sahel et de ses anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest. Et on voit aussi que les Britanniques, depuis 10 ans maintenant, essaient de rétablir une relation coloniale avec leurs anciennes colonies, de l'Égypte jusqu'à l'Afrique du Sud, et ils y parviennent en partie. South Africa with some success, and they also had a plan explicitly. Et ils avaient aussi un plan explicite pour recoloniser la zone à l'est de Suez, donc l'Asie occidentale. Trump fait partie de tout ça, mais il n'est pas au sommet de la pyramide. Donc, encore une fois, comme j'ai essayé de l'expliquer par le passé, je pense que la raison pour laquelle ils font tout ça est au fond une question de garantie. Ils veulent contrôler les ressources de toutes ces régions riches en matières premières, parce que ces garanties donnent ensuite un énorme élan de crédit aux grandes banques occidentales, les banques de la City de Londres, de Wall Street, de Paris, et ainsi de suite. Et s'ils ont besoin de ça, c'est parce que leurs propres systèmes financiers sont en train de s'effondrer. Voilà pourquoi le mystère du revirement de Trump, qui est passé de « l'ordre mondial d'après-guerre est obsolète », on va adopter un ordre mondial multipolaire, à boum, on attaque et on change le régime en Iran, s'explique. Et l'Iran, c'est l'un des plus gros trophées de toute cette frénésie néocoloniale. C'est quelque chose de très étrange, difficile à expliquer. Et je sais que certains vont dire, oui, c'est parce que t'es idiot. Mais il y a beaucoup de gens idiots, vous savez comme Tucker Carlson, qui a eu affaire personnellement à Trump à de nombreuses reprises, qui a parlé de tout ça et qui était convaincu que Trump pensait comme lui. Tucker Carlson lui-même a été choqué par l'attaque du 28 février. Donc il s'est passé quelque chose. C'est évident qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi exactement. En tout cas, il semble qu'en ce moment, les États-Unis soient revenus dans le camp impérialiste en poursuivant leur propre formule néocoloniale. Mais en même temps, on ne peut pas nier qu'il y a un conflit avec les anciens colonisateurs. D'accord, parce qu'il est peut-être de mèche avec Israël, mais il est dans ce combat qui devient très concret. Encore une fois, tout ça est éclipsé par l'Iran, le Moyen-Orient et tout le reste. Il y a un affrontement bien réel entre Donald Trump,
Mark Carney et la couronne britannique. Et il y a quelques jours, Mark Carney a organisé une réunion secrète au Canada. Barack Obama était présent. Pratiquement tout l'establishment du Parti démocrate, les plus hauts responsables, John Podesta, Neera Tanden, tous ces proches des Clinton et d'Obama, étaient au Canada, en train de manigancer avec Mark Carney et d'autres gardiens de l'ancien empire britannique. Donc oui, c'est un vrai combat. Et il semble que le conflit soit tellement complexe qu'il est très très difficile de comprendre exactement ce qui se passe. To interpret what exactly is going on.